Vous l'avez constaté, la colère militante gronde comme l'orage qui sévit actuellement sur les Pyrénées-Atlantiques. Ce 14 juin est une date et une étape importante dans notre mobilisation. C'est également une étape importante pour la sauvegarde des forêts vivantes. Jusqu'ici, la mobilisation était locale. Dorénavant, cette mobilisation sera nationale et européenne, solidaire avec tous ceux qui luttent pour préserver les forêts vivantes. Plusieurs intervenants, comme ça a été précisé, pour présenter effectivement leur mobilisation territoriale dans le Morvan, dans le Limousin, à Gardanne, en Provence-Côte d'Azur et bien sûr dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais il y aura également des représentants des collectifs nationaux, SOS Forêt, Canopée, GNSA, qui ont été cités, qui eux vont parler effectivement de leurs enjeux au niveau des enjeux de leur mobilisation au niveau national. On aura également une intervention de Rester sur Terre qui parlera des enjeux du transport aérien. Et côté Europe, Verne, qui n'a pas pu être là ici, nous a précisé qu'ils allaient lancer d'ici la fin du mois de juin de nouvelles initiatives pour interpeller les décideurs au niveau européen. Et nous aurons aussi, bien sûr, le représentant de Greenpeace qui fera le lien avec les enjeux internationaux des forêts. Vous voyez cette palette très large, collectifs locaux et nationaux. Et nous avons la présence avec nous de Thomas Braille qui illustre parfaitement cette dimension globale des luttes. Merci de sa présence et de son engagement puissant. Dans les Pyrénées-Atlantiques, pendant de longs mois, le collectif Forêts Vivantes Pyrénées a informé les habitants et les élus sur les impacts des nouveaux projets industriels qui menacent de mobiliser lourdement la biomasse forestière. Nous avons produit des études techniques et scientifiques, démontré que ces projets sont inutiles et dangereux. Les shifters, nous le rappelons. Pendant 18 mois, nous avons participé à ce que l'on appelle à tort la concertation. À tort, parce que force est de constater et de reconnaître que les porteurs de projets, tout comme l'État d'ailleurs, refusent tout échange sérieux et constructif. Pour eux, c'est déjà décidé, les projets industriels sont prioritaires et doivent se concrétiser. Les avis des citoyens et des associations importent très peu, comme d'ailleurs les enjeux de biodiversité ou de patrimoine forestier. Les luttes locales dans les territoires, projet par projet, sont nécessaires, mais on le voit bien, elles sont insuffisantes. La convergence des luttes est indispensable. C'est ce que nous allons engager aujourd'hui de plus en plus fortement avec l'appui et l'impulsion des collectifs nationaux. SOS Forêt présentera la carte des nouveaux projets industriels que nous avons identifiés. Canopée rappellera ses actions en cours et en particulier sa mobilisation pour une loi urgente pour les forêts. Dans le même but, Forêts Vivantes Pyrénées, Adré-Morvan et le réseau Forêt Limousine ont lancé une pétition sur Green Voice et Thomas Braille confirmera la nécessité de contester toutes les agressions que subissent les arbres. Localement et nationalement, nos actions vont s'intensifier. Vous l'avez compris, on quitte la concertation pour aller vers la confrontation, sans tomber dans le piège de la violence, bien entendu. Ça ferait trop plaisir à certains, et ça les arrangerait bien. Tout sera mis en œuvre, y compris sur le plan juridique, pour bloquer les projets contraires à l'intérêt général. Le patrimoine forestier est fragilisé partout dans le monde par le réchauffement climatique. Nous le constatons en France avec inquiétude. Et pourtant, avec le soutien de l'État et de l'Union européenne, les forêts sont de plus en plus soumises à l'appétit industriel. Les entreprises et l'État considèrent les forêts comme une source
de matériaux consommables. Or, les forêts ne sont pas des usines de production de bois. Elles sont, avant tout, comme les océans, les matrices et les régulateurs de la vie. Comme pour les océans, donc, nous demandons pour les forêts un moratoire indispensable, notamment sur tous les nouveaux usages de la forêt, comme ceux pour produire des carburants alternatifs pour l'aviation ou pour produire du biochar pour les aciéries. Le président de la République et le gouvernement privilégient, on le constate, la fuite en avant technologique, dont on connaît pourtant parfaitement les limites. Il multiplie en plus les renoncements à toute politique écologique responsable. Tout ceci est inacceptable. Nous le faisons savoir aujourd'hui avec force et détermination, et maintenant avec colère. Merci. Merci beaucoup d'être présent ici à notre initiative. Alors, Jacques parlait effectivement, je dirais, de l'urgence à donner une dimension nationale aux mobilisations qui existent à droite et à gauche. Ça, c'est particulièrement important parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le changement climatique et vraiment il y a l'urgence. À juste titre, le rôle de la forêt et des terres, et en tant que puits de carbone, source de biodiversité, utile pour la filtration de l'eau et la tenue des terrains, serait mis en danger par le projet ECO et Biochar, ainsi que d'autres projets dans nos régions. Je parle d'ECO et de Biochar parce que c'est ce qui nous concerne directement dans notre zone ici, mais il y en a bien d'autres dans les Landes et ailleurs en France. Alors il faut dire qu'en ce qui concerne le projet ECO, l'usage du bois ne décarbone pas les carburants obtenus. Le bilan est pire que les carburants produits en raffinerie. Alors mon ami Henri Pépin en a fait la démonstration, et il y a eu aussi des articles rédigés par Philippe Le Turc, un scientifique qui était directeur de recherche à Toulouse, et qui a publié plusieurs articles là-dessus. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui se posent. D'abord, le problème de l'eau. Dans les premières présentations du projet ECO, Élise évoquait... Alors, Élise Énergie, c'est l'entreprise qui porte le projet ECO. Donc, il évoquait les besoins de à peu près 8 millions de mètres cubes an pour leur projet. Mais dernièrement, il mentionne seulement 3 millions de mètres cubes, en conservant globalement des productions équivalentes en volume. En fait, il communique maintenant uniquement sur les consommations. Mais les prélèvements demeurent près de 8 millions de mètres cubes, comme c'était prévu au départ, et ce qui est de l'ordre de la consommation d'une ville comme Pau. Par an, hein. Alors, dès le début de la concertation, l'agence de l'eau, Adour-Garonne, a notifié un avis négatif, car elle sait qu'à l'horizon 2050, notre bassin versant devrait perdre 50% de la ressource, avec une aggravation des périodes d'étiage à cause du changement climatique. Il est choquant que les autorités ne s'inquiètent pas du danger de conflit d'usage possible à l'avenir dans de telles situations. Les 3 députés béarnais ne s'inquiètent pas non plus au vu de leurs expressions dans la presse début avril. Alors l'eau serait utilisée pour produire de l'hydrogène en grande quantité, et pour ce faire, un électrolyseur de grande puissance devra être développé. Cette technique n'est pas mature et des problèmes de sécurité se posent. Le site envisagé pour l'unité de production de l'hydrogène est proche des habitations et au bord d'une départementale très passante. L'hydrogène est un gaz dangereux. Il fuit facilement parce que les molécules sont très petites. Et il peut exploser dans certaines conditions. En fait, il faut un événement une pointe de chaleur. Il faut très peu d'énergie pour lancer cette
c'est une telle explosion qui aurait des conséquences terribles. De plus, nous avons appris lors de la dernière réunion de suivi que ce gaz sera stocké sur site pour pallier le manque de fourniture d'électricité qui pourra advenir. Les habitants sont inquiets et certains élus aussi. Le projet ECO est une première industrielle sur le brevet Axens. Axens est une filiale de l'IFP. Il manque une validation globale pour vérifier les rendements. Des questions avaient été envoyées à l'avance lors de la dernière réunion de suivi de projet. Nous n'avons pas eu de réponse à ces questions et le seul résultat avéré, c'est la production d'1 litre par jour lors du pilote qui a duré 10 ans et a coûté 190 millions, donc plus de 30 millions donnés par l'ADEME. Pour mémoire, au moins 2 projets du même type ont échoué en Amérique du Nord, alors aux États-Unis et au Canada, et le PDG de Total Energy a exprimé ses doutes lors d'une audition devant une commission sénatoriale. Le deuxième projet, c'est le projet Biochar, ressemble lui à un canular. La société Miraya n'a aucune expérience dans le domaine, elle était dans la construction et elle veut construire une usine pour fabriquer du biochar, c'est-à-dire du charbon de bois moderne, en combustion sans oxygène. La première intention était de viser le marché agricole. Ils ont d'abord proposé des fours avec des cheminées de près de 30 mètres qui obligeaient de modifier le PLU de la commune de Garlin, ce qui est en cours d'ailleurs. Mais le prix de vente de la production allait être excessif pour les agriculteurs. Alors le projet a changé en adoptant des fours à l'horizontale pour fournir en biochar l'industrie de l'acier. Miraya veut maintenant implanter un démonstrateur. Il était prévu à Ausson, dans les Hautes-Pyrénées, mais il semblerait, on a appris il y a 2 jours, qu'il irait plutôt en banlieue de Toulouse, où Miraya a sa base. Cette volte-face est certainement l'indice de recherche de financement disponible et les élus à qui on a coupé des financements sont enclins à favoriser toute activité qui développerait leur territoire. Il est temps que l'intérêt général prévale et que tout investissement national soit prioritairement fléché sur des solutions au réchauffement climatique et pas au greenwashing. Bonjour, Bernard Galtier du groupe local des shifters de Pau. Je m'exprime donc au nom des shifters de Pau, du groupe local. ECO donc produira 37 000 tonnes de kérosène par an à partir de biomasse ligneuse et d'hydrogène produit par ILAC. Il faut environ 500 000 tonnes de bois vert pour produire le kérosène. Le CO2 récupéré par le procédé sorti du gazéifieur alimentera l'usine de e-méthanol et de EMLAC. Juste une remarque en passant, on refait du charbon et du pétrole dans ce procédé. Bon, on pourra en parler plus tard. Nous avons privilégié 3 axes d'analyse. Premièrement, impact sur la capacité de séquestration au carbone de la forêt en cas de généralisation du procédé. Le besoin français de 3,5 millions de tonnes de biocarburants liquides décarbonés en 2050 vient du règlement européen ReFuelEU et des prévisions d'augmentation du trafic aérien, 3,5% par an environ en ce moment. Le règlement européen RED définit l'ordre des priorités d'usage de la biomasse. Le bois d'œuvre stockant du carbone est prioritaire. La bioénergie, donc, est en 5e position. Les conflits d'usage résultant entraîneront une augmentation de récolte allant jusqu'à 24 millions de tonnes par an. Entre 2009 et 2018, l'IGN a mesuré 50% de baisse de la capacité de séquestration annuelle, attribuée pour 2 tiers au changement climatique et 1 tiers à la hausse des prélèvements. Même en intégrant une généralisation des bonnes pratiques de gestion sylvicole cumulées à l'effet croissant du changement climatique, cette récolte supplémentaire rendra la forêt émettrice nette vers 2040. Ceci est incompatible avec la stratégie nationale bas carbone. Biotigent n'est donc pas généralisable. Deuxième point, le taux de décarbonation. Point très important. RED définit comment calculer le taux de décarbonation des biocarburants. C'est un règlement qui vise à promouvoir ces filières, principalement.
Il comporte plusieurs biais. 1. La convention biomasse égale zéro émission ne respecte pas la préconisation du GIEC de comptabiliser les émissions à la combustion de cette biomasse ou comptabiliser l'impact du prélèvement sur le bilan agriculture et foresterie. Ce qui veut dire faire compenser le carbone par les autres. Récolter du bois déstocke le carbone de la partie aérienne et en quelques années la partie du carbone contenu dans le sol. La repousse d'arbres adultes prend entre 60 à 100 ans, suivant les variétés, et très lente les premières années. L'empreinte carbone est maximale dans les 20 ans après la récolte et revient à zéro lorsque la repousse est complète. RED ne prend pas en compte cette évolution temporelle. L'urgence climatique impose de décarboner de suite. BioTijet démarrera en 2030, le pic d'empreinte coïncidera avec 2050, cible pour atteindre la neutralité carbone. D'autres biais qui représentent environ 10% du calcul sont contenus dans le règlement RED 2. Nos calculs d'émissions procédés BioTijet et EMLAC sont proches de ceux d'Élise, c'est des calculs de puissance. Pour BioTijet, nous avons calculé l'empreinte carbone à 20 ans après la mise en service, en intégrant un taux de repousse, avec plusieurs scénarios d'approvisionnement en bois, du plus favorable, type Élise, à celui plus crédible du fait des conflits d'usage d'approvisionnement intégral par du bois vert, et même envisager des scénarios d'approvisionnement par taille repoussant en 20 ans. Pour tous les scénarios, pendant cette période, le kérosène BioTijet émettra en moyenne chaque année plus de CO2 que de continuer à brûler du kérosène fossile. Ça va de plus ou moins de plus 47 000 tonnes de CO2 dans le scénario le plus optimiste, à plus 420 000 tonnes de CO2, alors que Élise revendique moins 360 000 tonnes. Voilà, c'est les ordres de grandeur. Le seul scénario qui décarbone, 75% de carbone venant du vieux bois ou de résidus de bois, 25 par récolte de taillis et facteur d'émissions électriques 2050. Donc, il n'y a aucun intérêt climatique à mettre en place une filière française de e-biokérosène. Par contre, le méthanol de MLAC décarbone à plus de 70%. Les e-SAF, c'est une autre voie de fabrication. Là, on parle de e-bio. Décarbone réellement, il semble nécessaire de réorienter le projet BioTijet. Les e-SAF, c'est capter du CO2 dans les fumées, par exemple, des usines de fabrication de papeterie, de pâte à papier. Troisième point, les risques d'hydrogène. L'électrolyseur est proche des installations, des habitations, et d'un axe routier à fort trafic, environ 200 mètres et moins pour la route, et présente un risque d'explosion en cas de fuite d'hydrogène. On a calculé que dans un rayon de 200 mètres, il y aurait plus de vitres et peut-être plus de toiture. Tous les autres projets d'électrolyseurs sont à des distances sensiblement supérieures, environ 1000 mètres de toute habitation. En conclusion, sobriété impérative. Pour atteindre 70% de e-SAF en 2050, 7 millions de tonnes par an, la consommation électrique serait de l'ordre de 250 TWh avec du CO2 capté en sortie d'installations industrielles. La consommation française, pour rappel, actuelle est de 450 TWh, ce qui augmenterait de près de 60%. Refuel demande post-2040 de capter directement le CO2 dans l'atmosphère, moins concentré, cela induirait un doublement de la consommation actuelle, très difficile à réaliser. Malgré les progrès techniques et les taux de décarbonation atteignables, la croissance prévue du trafic aérien ne permet pas d'atteindre la division par 4 des émissions en 2050 et d'être en accord et d'être cible de l'accord de Paris. Le seul autre levier disponible est de diviser par au moins 3 les prévisions de trafic aérien, soit moins 40%. La sobriété dans le domaine du transport est indispensable. Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques. Je pense que les personnes qui sont autour de moi maîtrisent bien mieux le sujet, même si j'ai eu des grands échanges hier soir avec une grande partie des collectifs. Je trouve un petit peu regrettable aujourd'hui qu'en 2025, alors qu'on annonce bien évidemment un cataclysme qui nous pend au nez si on fait rien aujourd'hui par rapport à la problématique des forêts, on voit toujours que l'État pousse des projets qui, à mon sens, n'en ont pas. Pour
le dire tout simplement, on ne fait pas voler des avions en rasant des forêts, c'est clair, voilà, c'est tout simple. Je pense qu'on a une réelle importance et un grand rôle à jouer toutes et tous aujourd'hui sur la préservation de nos forêts, que ce soit dans les Pyrénées ou ailleurs. Je pense que tout le monde l'a compris, mais il va falloir aller chercher maintenant grande partie de l'opinion publique qui est pas encore prête à se bouger. C'est l'union, bien évidemment, qui fait la force. Moi, je vais vous parler plus de la partie terrain et des luttes. Mais je pense que oui, clairement, tu parles d'aller maintenant à la confrontation parce que, bien évidemment, comment dire, les réunions sont ouvertes aux associations, on le sait toutes et tous très bien maintenant. Ils nous incluent dans les réunions de travail, mais à la fin, on s'aperçoit que c'est une inclusion des associations pour dire clairement que le projet est ficelé et qu'on va y aller et que vous soyez pour ou contre, en fait, ça ne changera pas grand-chose. Donc on a vraiment un rôle important à jouer, la presse, les médias, les citoyens et même la dame qui rentre voilà, par la fenêtre, par la porte qui grince. Tout le monde a son rôle à jouer. Donc voilà, pour mettre un peu d'humour, parce que là je sens que sinon c'est plombant. Mais je pense qu'il faut retrouver de la joie aussi. Je pense que cette lutte, elle va être compliquée. Garder en mémoire aussi qu'on a lutté contre le projet Florian de cette méga scierie qui voulait s'implanter à la Maison. Si je me trompe pas. Voilà, on était aussi sur ce projet qui devait voir le jour. Il l'a pas vu. Voilà. Et si on nous réjouir sur les luttes qui ont été gagnées et se dire que c'est en se mobilisant qu'on pourra faire changer les choses. Et voilà, je terminerai par cette phrase parce que je la trouve très très bien. Elle n'est pas de moi, mais peu importe. Je vais faire très court parce que je pense que les autres intervenants ont pas mal de choses à dire aussi. Celui qui se bat risque de perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Voilà, pour ma part, j'ai terminé. Raphaël Kiffer de SOS Forêt. Oui. Bonjour à tous et à tous. Donc, Raphaël Kiffer, moi je représente l'association SOS Forêt, qui est un regroupement de plusieurs structures. Dans ces structures, on va retrouver des associations citoyennes, mais aussi des syndicats et également des groupements forestiers et d'autres formes différentes. Cette association qui regroupe, comme je le dis, différentes structures, comporte en son sein également des professionnels de la filière forêt-bois et aussi des citoyens et des citoyennes. Alors, on a publié, comme ça a été dit en introduction, il y a peu, une cartographie des méga-projets écocidaires en forêt. Alors, pourquoi on a travaillé sur ce sujet? Parce que le projet qui nous concerne aujourd'hui pose un grand nombre de problèmes. Il y a une thématique sur laquelle moi je souhaiterais intervenir aujourd'hui, c'est l'impact sur les pratiques en termes de gestion forestière. Quel impact ces projets peuvent avoir? Et en fait, sur cette question-là, on retrouve de multiples projets qui vont avoir des impacts très néfastes en termes de gestion forestière, que ce soit en forêt publique ou en forêt privée. Donc nous, ça fait 12 ans maintenant qu'on milite sur ces questions, avec d'une part les professionnels et d'autre part les citoyens et les citoyennes. Donc ces projets écocidaires, comme je le disais, la cartographie est retrouvable en ligne. Il y en a dans les Pyrénées, on en retrouve à Golbet dans le Grand Est, à Gardanne, il y a Biocil, il y en a malheureusement des dizaines d'autres. Ils poussent un petit peu partout et ils ne sont pas neutres ou ils ont un impact conséquent sur les pratiques de gestion. La forêt aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est un écosystème avant tout. Avant d'être un milieu qui produit des ressources, c'est déjà un écosystème. Et cet écosystème, il est en difficulté. Il est mis en difficulté par les changements globaux et il va l'être de plus en plus. Alors comme tout écosystème, il dispose de capacités pour traverser des crises et des perturbations. Mais pour pouvoir traverser ces crises et ces perturbations, il a aussi des besoins. Et alors la difficulté, c'est que la forêt, elle ne s'exprime pas dans les médias. Elle ne parle pas, la forêt, dans la presse. Et c'est pour ça que nous, on souhaite porter cette voix. À cheval, je le redis, entre les professionnels d'un côté et puis les citoyens et citoyennes de l'autre. On souhaite porter cette voix de la forêt qui ne s'exprime pas. Et aujourd'hui, le message qu'il faut retenir, c'est que les pratiques que vont engendrer la création de ces projets vont être néfastes pour l'écosystème. Non pas néfastes pour l'écosystème d'il y a 50 ans, mais néfastes pour l'écosystème d'aujourd'hui
et de demain. Cette forêt qui nous concerne tous, que l'on aime, cette forêt-là, elle a des besoins particuliers vis-à-vis du changement climatique, notamment qu'on réduise ou qu'on rende plus raisonnables nos prélèvements. C'est un exemple, il y en a d'autres. On pourrait parler de la hiérarchie des usages, c'est-à-dire de respecter le fait que dans un tronc, dans la base du tronc, on va faire plutôt des planches, on va faire plutôt de la charpente, alors que dans les branches, on va plutôt faire des panneaux, par exemple, des bois compressés. Ces éléments-là, c'est un autre exemple qu'on peut citer. On a besoin de respecter ces points forts. Et ces grands projets, ces grands méga-projets que l'on juge, nous, écocidaires, ils vont impacter tout ça. Ils vont impacter la gestion. Un autre exemple, c'est que nous, ce qu'on prône, c'est ce qu'on appelle la sylviculture mixte à couvert continu. C'est une alternative de gestion qui existe, qui a fait ses preuves, qui est viable à la fois sur le plan économique, social et environnemental. Donc, il y a des alternatives qui existent, mais ces grands projets vont induire ce que nous, on considère être comme une industrialisation de la forêt. C'est-à-dire que pour pouvoir répondre à autant de besoins en consommation de bois, on va être obligé d'industrialiser jusqu'au milieu de production. Or, le milieu de production, c'est un écosystème qui a aussi ses propres besoins. Et donc, nous, on souhaite amener un point d'attention très fort sur le respect de ces besoins en proposant par ailleurs des alternatives de gestion qui permettent déjà dans certaines initiatives qui permettent de répondre aux différents besoins sociétaux sur les plans, comme je l'ai expliqué, environnementaux, sociaux, mais aussi sur les plans économiques. Voilà, c'est le message aujourd'hui qu'on souhaite faire passer. On utilise différents outils. Un exemple, c'est de la formation. On revient là d'une semaine de formation au sein des agents de l'Office national des forêts. Pour ce qui est des forestiers, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, il y a des minorités aujourd'hui qui s'élèvent, des professionnels de la forêt qui s'élèvent pour dire nous ne sommes pas d'accord avec les orientations gouvernementales, nous prenons une autre façon de gérer la forêt, c'est possible, c'est viable, et donc il faut aussi donner de la vision à ces alternatives, et c'est important de montrer qu'une autre voie est possible, également en forêt. Voilà. Donc le message important, les forêts ont des besoins propres qu'il va falloir entendre en termes d'écosystème pour le futur. Marianne Guillemin, Padre Morvan. Oui, bonjour. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. Donc, je suis Marianne Guillemin et je représente une association qui est située dans le massif du Morvan, c'est-à-dire au centre de la Bourgogne, pour ceux qui ne connaissent pas. Notre association existe depuis un peu plus de 10 ans. Et elle s'est créée exactement pour les mêmes raisons qui nous réunissent ici, c'est-à-dire qu'on a été les premiers à essuyer les plâtres d'un projet complètement dingue qui consistait à utiliser le bois des forêts pour tout faire sous des usages raisonnables. Il y a 10 ans, on était très déterminés, donc on a campé sur le site de l'usine qui devait s'installer et qui ne s'est pas installée car nous avons gagné. Mais ça nous a permis de prendre très très tôt conscience de ce qui allait se dérouler devant nous, puisque c'est à ce moment-là que les promoteurs du projet qui s'appelait Hercia ont développé un concept qui s'appelait la diagonale des scieries. Et la carte que nous avons produite à SOS Forêt, puisque Audrey Morvan est une des organisations fondatrices de SOS Forêt, cette carte, c'est une diagonale des scieries, mais pas seulement, surtout des projets de bois énergie. C'est-à-dire que c'est ce que nous avons entendu il y a 10 ans, mais en pire. Dans la Nièvre où je suis, nous avons 2 projets qui ont été annoncés là très 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 récemment, qui en tout représentent un peu plus de 500 000 tonnes de bois. Alors c'est un petit peu difficile pour les gens qui ne sont pas au fait de l'entièreté des dossiers, de comprendre comment ça fonctionne, puisque comme vous l'aurez remarqué, les industriels parlent de tonnes de bois, pendant que les exploitants forestiers parlent de mètres cubes. Donc il faut toujours faire un petit peu le ratio. Mais pour vous donner une idée, le projet contre lequel nous nous sommes battus il y a 10 ans, on avait calculé que ça aurait à peu près rasé le massif du Morvan. Et le tonnage était inférieur aux différents projets qui sont là en cours, sachant qu'on a déjà des scieries industrielles. Mais je ne vais pas
d'aller sur les chiffres, juste pour vous signaler que vraiment c'est toute la partie en gros de l'Alsace jusqu'aux Pyrénées où nous sommes, plus la Provence qui risque d'être impactée si nous ne mobilisons pas beaucoup, et c'est ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. On n'a pas parlé beaucoup, les intervenants précédents ont parlé beaucoup de carbone, ce qui est bien normal puisque c'est, comme vous le savez, une des préoccupations principales qu'on a en ce moment. Raphaël a parlé de la question des écosystèmes. Je voudrais juste rappeler un seul chiffre. Les forêts, c'est 80% de la biodiversité terrestre. C'est-à-dire que transformer 80% de la biodiversité terrestre et s'attaquer à un tiers du territoire français pour aller produire de l'énergie, c'est un non-sens absolu. Une chose aussi que je vous voudrais rappeler, c'est que le bois, c'est du carbone. Donc, dire qu'on va décarboner tout en utilisant du carbone, il y a quand même quelque part une contradiction dans les termes. Et puis dire qu'on va utiliser une technologie, parce que c'est plus chic que technique, pour faire exactement la même chose que ce qui se passait par exemple, dans les années 30, où on faisait du gaz des forêts, c'était la même chose. En fait, c'est une régression qui est totale. On veut faire du carburant, parce qu'on a besoin d'énergie, et puis il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est d'en économiser. Parmi les alternatives vraiment qu'on prône, qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est économiser de l'énergie. Comment on peut économiser de l'énergie? Notamment en respectant la hiérarchie des usages du bois dont parlait M. Raphaël, qui est que quand on brûle du bois, quand on l'utilise comme énergie, c'est le dernier recours. Avant ça, il y a une manière très simple, par exemple, une des manières d'économiser de l'énergie, c'est d'isoler les maisons. Et il se trouve que nous vivons dans un pays où une bonne partie des départements sont des passoires thermiques. Mon département, c'est la quatrième passoire thermique de France. On est un département qui est très forestier et où le bois est coupé pour aller fabriquer de l'énergie plutôt que fabriquer des panneaux de laine de bois, par exemple. On va non seulement historiquement à rebours, puisque les volumes chez moi en Morvan qui risquent d'être prélevés correspondent à... C'est plus que ce qui était prélevé à la fin du 19e siècle, au moment où les massifs forestiers français ont été à peu près rasés, juste avant qu'on passe au charbon, puis au pétrole. C'est-à-dire que là, retour en arrière. On va brûler du bois. Alors, quand même, je vous rappelle que le pétrole, c'est quoi? Ce sont des végétaux qui se sont tassés pendant des années et des années. C'est-à-dire qu'on va brûler beaucoup plus, en fait, avoir une efficacité qui va être moindre. Quand on voit des centrales comme la centrale de Gardanne qui produit l'électricité avec une efficacité qui est totalement déplorable, je pense qu'il faut arrêter ce non-sens. Il faut vraiment l'arrêter. Donc, je suis venue ici pour dire que nous, en Morvan, on va se battre contre ces projets. On est très, très déterminés. Et puis, on est très heureux aussi qu'il y ait une convergence des luttes en France. Et puis, j'espère bientôt en Europe, parce que le problème n'est pas seulement Morvan du Haut, ni seulement français, mais il est mondial. Convergence des luttes. Voilà, merci. C'est à Rémi Merbeau de Rémi Fournier. Bon, je suis content qu'il y ait mes collègues du Morvan qui soient aussi présents, puisque moi je fais partie donc du réseau Forêt Limousine, et je suis un simple citoyen qui habite sur le plateau de Millevaches. Alors nous, on a co-signé du coup une pétition pour demander une loi d'urgence pour des forêts vivantes. Bon, cette pétition, il y a plusieurs demandes spécifiques. Bien sûr, on en a parlé, l'abandon des projets écocidaires dont on vient de parler, biochar, nous on a biocide, je ne sais même plus comment les appeler, j'ai l'impression. Tout ça pour noyer de poissons. Et bien sûr, demander donc une nouvelle loi sur la gestion forestière et l'abandon de ce qu'on voit aujourd'hui et une réorientation des aides financières. On dit qu'il n'y a plus de budget. Je vous garantis qu'en Limousin, il y a du budget pour faire des coupes rases et pour faire des replantations en monoculture de résineux, dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir dans quelques années avec le réchauffement climatique. Oui, chez nous, on est en colère. On entend carbone, décarbonation de l'aviation. Mais la forêt, c'est aussi nos paysages. C'est là où on vit. C'est notre biodiversité, comme tu l'as rappelé. Où est-ce qu'on va chercher les champignons? Où est-ce qu'on va pêcher dans les rivières, alors que les forêts protègent les rivières et aussi l'érosion de nos sols? La société civile en Limousin, elle pleure déjà. Et pas à bas bruit. Ça commence à s'entendre.
Alors, notre collectif est réuni aujourd'hui plus de 30 structures. Et en Limousin, on est assez déterminés. On va pas se laisser faire. Nous, ce qu'on voit en Limousin, c'est des hêtres qui sont coupés, des beaux hêtres, des belles friches. Des friches d'ailleurs où il y a les abeilles qui font du miel, hein, puisque les ruchers viennent se mettre par centaines quand on va récolter les miels de Bourdaine, par exemple. Et ça, on rase pour mettre, c'est pas productif. Il faut mettre de la forêt productive, il faut mettre du résineux. Mais nous, on a décidé qu'on n'allait pas se laisser faire. On lance des guides, on réunit la population, on lance des guides et des applications sur nos portables pour se réunir et bloquer des chantiers. Et on en a bloqué. On était encore, il y a une semaine ensemble, pour arrêter un chantier. Et les forestiers en ont bien conscience. Ils sont repartis. Donc nous, on est en colère et on ne va pas se laisser faire. Nous, on va prôner la désobéissance civile. Clairement. Si on regarde la lutte contre les OGM, pourquoi on n'a pas eu d'OGM en France? En tout cas, dans notre alimentation. Parce qu'on n'a pas laissé faire. Pourquoi il y a eu les faucheurs volontaires? Ils sont allés faucher en pleine nuit, à leur risque et péril. Et ça a marché. Nous, on ne va pas se laisser faire. Du coup, pour finir, je vous ferai une petite anecdote à un célèbre président qui venait de la Corrèze et qui disait notre maison brûle, et nous, en Limousin, on ne va pas faire que la regarder. Non, Henri Labelle de CEPG. Oui, en fait, je ne suis pas du tout de mon camarade là-bas, il est de ce collectif à Gardanne. Moi, je suis plutôt SOS Forêt et PACA, et puis je suis dans les Alpes de Provence, et précisément dans une région qui est impactée par le central à biomasse à Gardanne. Juste 2 points généraux. Je voudrais dire que nous sommes vraiment de plus en plus confrontés à un paradoxe. Jamais on a autant parlé du climat, jamais il n'y a eu un engouement aussi fort pour les forêts et les arbres. Et en même temps, les forêts n'ont jamais été aussi menacées par le désir de lutter contre les changements climatiques. C'est vraiment un drôle de paradoxe. Deuxième chose, je vois que les autorités, les entreprises, favorisent surtout ce que moi j'appellerais vraiment le bas de gamme. Il n'y a rien de pire que de brûler du bois dans une centrale, effectivement, avec moins de 30% de rendement pour faire de l'électricité. Du bois qui vient de jusqu'à 400 km autour, ou même qui traverse l'Atlantique, qui vient du Brésil. Là, on reparle de Gardanne beaucoup parce qu'il y a une enquête publique qui a été relancée après 12 ans de lutte par nos amis à Gardanne, surtout, qui ont dit que l'enquête d'impact environnemental en 2012 ne suffisait pas parce que ça concernait que 2-3 km autour de la centrale. Et aucunement, je pense que c'est important de rappeler, ça peut être intéressant aussi pour les Pyrénées, c'est qu'ils ont dit qu'il fallait regarder l'impact sur ce qu'ils appellent indirect, pour moi c'est tout à fait direct, mais bon, sur les forêts et sur le bilan carbone. Donc, dans 16 départements et 3 régions, c'était le 6 juin que c'était terminé, une enquête publique a été menée pour regarder l'impact sur la forêt. Et je pense que n'importe quel projet industriel devrait subir la même enquête ici, parce que ça va avoir un impact, bien sûr, sur toutes vos forêts, dans toutes les communes, etc., etc. Alors, il y a beaucoup trop de choses à dire sur Gardanne. J'ai un papier ici qui s'appelle « Une biomascarade qui a trop duré ». Il y a des questions de santé publique, parce que c'est extrêmement polluant, brûler du bois en pleine ville. C'est en pleine ville de Gardanne. Et ça pollue plus dans beaucoup de domaines que les centrales à charbon. Il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre quand on brûle de bois que du charbon. Il y a de nombreuses études qui le montrent.
l'entreprise Gaz et l'énergie est très fière parce qu'ils disent qu'on va produire de l'électricité décarbonée. Or, le central de Gardanne brûle 15%. Ce qui brûle, c'est du charbon. Continue à brûler du charbon, sinon ça ne marche pas. Donc déjà, sans parler du bois qui est brûlé, c'est 4 fois plus le moyenne national de production de gaz à effet de serre, etc., par rapport à d'autres manières de produire l'électricité. Si on inclut le bois, ce qui est complètement normal, seulement ça existe et ce projet et les autorités françaises et les autorités européennes maintiennent un mythe qu'on pourrait appeler le mythe de la neutralité carbone. Ils ne comptent pas l'effet carbone de brûler du bois. Si on le compte, on arrive à 16 fois le moyen national pour la production d'électricité. Il y a aussi l'impact sur la forêt. Les chiffres donnés pour les ressources sont extrêmement exagérés. Je ne vais pas entrer dans les détails, il y a juste un exemple. Par exemple, c'est que dans tous les chiffres donnés pour calculer les ressources disponibles pour Gardanne, on n'inclut pas ce qu'on appelle le bois bûche, ou alors le bois qui n'entre pas dans le circuit commercial. Je pense que c'est pareil ici. C'est 1,2 million de tonnes dans la région PACA qui est hors circuit calculé par ces experts, etc. Et donc, ça montre qu'en fait, il y a nettement moins de ressources disponibles qu'on l'imagine. Bon, il y a énormément de choses à dire là-dessus, donc je ne vais pas continuer beaucoup. Mais c'est un projet qui est beaucoup plus vaste que Gardanne, parce qu'en fait, il y a des chaufferies un peu partout en France, et il y a aussi des pellets au niveau domestique. Et quand on regarde tout ça ensemble, ça dépasse largement la ressource même disponible. Et si on veut aller vers là, on va enlever sans doute complètement l'accroissement de la forêt, mais aussi peut-être au-delà. C'est en concurrence avec un des plus grandes usines à pâte à papier en France, qui est à Tarascon, dans notre région. Il y a d'autres grandes centrales à biomasse pas loin de chez nous. Il y a une tension qui arrive sur le marché du bois qui est phénoménale. Donc, bon, vous n'êtes pas concerné ici par l'enquête publique, ça vient jusque l'Aude et Ariège, hein, quand même. Et je voulais juste répéter que Thomas, il a cité ça. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais j'habite à 15 km de la montagne de Lure. Comment c'est connu? Parce que c'est une zone où il y a jusqu'à 1000 hectares actuellement menacés par des parcs photovoltaïques sur des forêts qui sont coupées pour cela. Il y a aussi 1000 hectares menacés dans le 0,5 dans la vallée de la Bouèche. Donc, ça aussi, c'est un autre exemple des menaces. Je pense que si on faisait une liste des menaces, enfin les utilisations prévues pour la forêt, on n'a même pas, on fait des vêtements à partir des arbres, on fait des sacs en plastique à partir des arbres. Et si on fait le lire, c'est juste impressionnant. Donc voilà, j'arrête là et je passe la parole à la prochaine. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être là. Alors moi je parle au nom d'une association qui s'appelle Canopée Forêt Vivante, comme vous pouvez le voir sur ma veste, qui est une association de protection des forêts qui agit au niveau national. Notre objectif à nous, c'est de faire changer les lois et les pratiques des entreprises pour qu'on ait une meilleure gestion forestière. Donc on est vraiment sur le volet forêt qui du coup ici dans notre cas, et dans le cas des usines dont on parle, est un volet ressources. Il y a plein de choses qui ont été dites, donc je vais juste redonner quelques éléments de compréhension un peu pour que le sujet soit bien clair pour tout le monde. Pourquoi ces projets-là se lancent déjà? Pourquoi est-ce qu'ils existent? C'est parce qu'on considère aujourd'hui le bois énergie comme une ressource d'énergie renouvelable, parce que les arbres repoussent. C'est vrai, ils repoussent et ça se régénère plus rapidement que du charbon par exemple, mais ça se régénère quand même sur plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire que si vous coupez un arbre qui a 60 ans pour le brûler, ben, il faut 60 ans pour que cet arbre repousse et recapte le carbone, peut-être même plus parce qu'il va pousser moins vite maintenant avec le changement climatique, donc il aura peut-être même besoin de plus de 60 ans, et pendant toute cette durée-là, il peut lui arriver plein de choses, il peut brûler, il peut mourir, il peut se passer plein de choses, ce qui font qu'on crée ce qu'on appelle une dette carbone entre le moment où on va couper l'arbre, le brûler, et le moment où il aura peut-être un jour repoussé. Mais c'est ça en tout cas la raison pour laquelle on va de plus en plus chercher du bois pour faire des énergies renouvelables. Aujourd'hui, la situation, on en est à un point où c'est 35% des énergies renouvelables en France qui sont du bois.
du bois énergie. Et donc, ils sont en réalité pas vraiment renouvelables. Ça dépend en tout cas de la définition qu'on lui donne. C'est ça aussi qui explique pourquoi le président de la République a voulu qu'on développe beaucoup les biocarburants à partir de bois pour l'aviation. C'est une volonté qui vient de la part d'Emmanuel Macron à la base. Et qui explique donc le projet qui est ici, enfin les deux projets qui est ici, en particulier je pense à Biotejet Eco à Lac. Les deux problèmes que ça pose principalement, c'est un problème de disponibilité du bois, c'est-à-dire que le bois n'est pas là en quantité infinie, indéterminée dans nos forêts dans lesquelles on pourra aller piocher pour faire tout un tas de choses. Il est tout simplement pas disponible pour ce projet-là. La stratégie nationale bas carbone au niveau national donne un petit peu les volumes de bois qu'on va pouvoir aller chercher dans les forêts dans les années qui viennent, et il n'y a pas suffisamment de bois pour mener ce projet à bien. Le SGPE, donc c'est le secrétariat général à la planification écologique, donc c'est si vous voulez, le ministère rattaché au service du Premier ministre sur les questions environnementales, lui parle d'un déficit de biomasse en 2030. Donc il dit que voilà, on n'aura plus assez de biomasse en 2030 avec les projets déjà qui sont actuellement en cours. Donc si on rajoute des nouveaux projets, ça va aggraver notablement le problème. Aujourd'hui, la situation, c'est qu'on a si vous voulez, en forêt, quand on va chercher du bois, l'usage, il y a un principe qui s'appelle la hiérarchie des usages, où on va utiliser d'abord le bois pour faire du bois d'œuvre, donc pour la construction, parce que c'est là où le bois va avoir le plus déjà de valeur économique, c'est là où le carbone va rester stocké, c'est là où on fait les choses les plus intéressantes avec. Ensuite, les déchets de ça, on peut les utiliser pour faire du bois d'industrie, donc notamment des panneaux de bois, des choses comme ça, ou du papier. Et tout ça, si même là, le bois, on peut toujours pas l'utiliser pour faire ça, ça peut aussi servir à faire du bois énergie. Ça, c'est la théorie. En réalité, en France, aujourd'hui, il y a 68% du bois qu'on récolte qui part en bois énergie. Donc ça veut dire qu'on a complètement inversé la tendance, le principe, et c'est le pire résultat au niveau européen. C'est le pire, la France est le pire pays, c'est là où c'est le seul pays où on a une telle aussi grande part de bois qui part pour faire du bois énergie. Et ça crée un problème, c'est que ce bois, du coup, on le brûle directement, donc ça émet des émissions de CO2, et la forêt elle-même est déjà en train de capter de moins en moins de CO2. Depuis 2015, sur les 10 dernières années, elle capte quasiment 2 fois moins de CO2 qu'en 2015 aujourd'hui. Donc on a un puits de carbone qui dégringole en forêt. Pour toutes ces raisons-là, nous on pense que ce projet ne tient pas debout à aucun point de vue, et on pense que juridiquement ça ne tiendra pas, et que les différents recours qu'on va engager, on va les remporter. Nous on pense que, enfin voilà, on peut jamais trop s'avancer, mais on pense que ce projet-là ne voit pas comment ce serait possible qu'il voit vraiment le jour, même dans les conditions politiques actuelles et les objectifs actuels français et européens. Je ne vais pas développer beaucoup plus sur le fait que ces prélèvements-là créent de la colère partout dans les territoires. On l'a vu en Limousin, on l'a vu dans le Morvan. Ça crée pas seulement des problèmes climatiques ou de biodiversité ou environnementaux, ça crée aussi un problème sociétal, ça crée de la colère chez les gens. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à apaiser. D'autant plus qu'on sait bien faire en France, on a la chance de savoir faire de la bonne gestion forestière, de savoir bien travailler le bois dans des bonnes scieries, notamment des petites et moyennes scieries de feuillus, et que cette gestion forestière-là crée automatiquement des coproduits, donc c'est du bois qu'on ne va pas utiliser pour faire du bois d'œuvre par exemple, et qui devient du coup une sorte de gisement de bois disponible, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas infini, c'est une quantité limitée, donc il faut qu'on priorise ce qu'on fait avec, et que cette priorisation, nous aimerions qu'elle soit faite ensemble, tous ensemble au niveau de la société. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bois? Est-ce qu'on l'utilise pour faire voler des avions? Est-ce qu'on l'utilise pour faire des flyers de pub? Ou est-ce qu'on l'utilise pour faire des livres? Est-ce qu'on l'utilise pour faire des chaufferies collectives, pour alimenter les chaufferies collectives? En tout cas, il n'y a pas suffisamment de bois pour tout développer comme ça, sans qu'il y ait un pilote de l'avion et sans que les arbitrages soient pris. Donc voilà, c'est ça un petit peu qu'on aimerait porter aujourd'hui, et remettre les points solides en ce qui concerne les quantités de bois disponibles. Oui, bonjour à tous. Je suis Éric Lombard de Rester sur Terre. C'est la branche française du réseau international Stay Grounded, qui, comme son nom l'indique, milite pour une réduction de l'usage de l'avion et pour une mobilité soutenable et équitable. Je soutiens. On a beaucoup parlé de l'amont, des ressources, il faut du bois. Là, je vais parler de l'aval, à quoi ça va servir. On soutient la lutte parce qu'on estime que l'utilisation de ces biocarburants ne sert à rien, et que la seule solution
pour l'aviation, pour décarboner l'aviation, c'est de réduire le trafic. Il n'y a pas que nous qui le disions. L'Agence internationale de l'énergie le dit, l'ADEME le dit, et Aérodécarbo, qui est une association de professionnels de l'aéronautique, le dit aussi, et d'autres encore. Le secteur aérien prétend pourtant qu'il peut poursuivre sa croissance, qu'il a des solutions pour se décarboner. C'est faux, c'est du greenwashing. On l'a démontré, on a édité toute une série de fiches, dont ici celle sur les biocarburants, qui démontrent ce greenwashing. La solution phare, aujourd'hui, c'est les biocarburants, parce que les autres ne sont pas prêtes, l'hydrogène, l'électrique, ça arrivera peut-être jamais d'ailleurs. Mais il a un gros problème. Pour faire des biocarburants, il faut des matières premières. Et la seule matière première qu'il a trouvée pour l'instant, c'est les huiles de friture usagées. Mais il n'y en a vraiment pas assez pour alimenter la voracité des avions. Donc il se tourne vers d'autres ressources, dont le bois. Des résidus forestiers, mais aussi des arbres entiers. Je vais vous montrer pourquoi c'est une impasse. Ce projet ECO est une impasse pour trois raisons principales. C'est que, on l'a déjà dit, le biocarburant produit à partir de bois émet plus de CO2 que le kérosène actuel. Élise Énergie prétend le contraire, mais c'est absolument faux parce que il s'appuie sur des modes de calcul officiels, mais qui sont complètement artificiels. C'est des modes de calcul qui ont été faits pour favoriser l'utilisation du bois, mais c'est absolument pas basé sur la réalité physique. Le bois, comme l'ont rappelé mes collègues, ça met des années, des dizaines d'années à repousser. Donc, c'est neutre en carbone peut-être au bout de 100 ans, mais pas immédiatement. Deuxième raison pourquoi c'est une impasse, c'est que ces biocarburants, ils vont arriver beaucoup trop tard. L'urgence climatique, c'est maintenant. Et attendre 2035, parce que le plan biocarburant de l'aviation, c'est première baisse du CO2 en 2035. D'ici 2035, ça ne va pas baisser, ça va même augmenter. Les seules solutions qu'ils ont trouvées, c'est de faire de la compensation carbone. Alors qu'il faut quand même le rappeler, l'Union européenne demande à l'ensemble de l'économie de réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici 2030. Alors pour l'aviation, on leur dit tranquille, vous pouvez attendre 2050 pour être neutre en carbone et même ne rien faire d'ici 2035. L'usine, il faut rappeler, l'usine d'Eco, c'est prévu pour 2030. Et c'est que la première usine qui ferait que 1% 1% des besoins en kérosène français. La troisième raison pourquoi c'est une impasse, c'est que ce plan biocarburant, le plan dans son ensemble, est complètement irréaliste. Le procédé d'Eco n'est pas démontré. Les besoins en biomasse dépassent largement la ressource. Et troisièmement, on s'en rend compte, le projet est complètement démesuré. Il faudrait faire 50 usines de lac pour satisfaire les besoins de l'aviation en biocarburant de 2050. 50 usines à 2 milliards d'euros. Plus tous les arbres, bien sûr. Donc sacrifier les arbres ne sert à rien. Le projet ECO et le plan biocarburant dans son ensemble sont des impasses. Une seule solution, réduire notre recours à l'avion. Ça serait pas très difficile parce que on ne sait pas assez. Il faut vraiment se mettre ce chiffre dans la tête. L'avion, c'est pas un besoin essentiel. 75% des 3/4 des émissions de CO2 de l'avion sont liées à des vols pour les loisirs. Point.
Donc, ouais, c'est Clément de Greenpeace. Je travaille principalement sur les forêts à l'international. Donc, je vais commencer cette prise de parole pour rappeler un peu l'état d'urgence de la situation des forêts dans d'autres endroits du monde. La destruction des forêts primaires tropicales, elle a atteint l'an dernier un niveau record, un niveau qu'elle n'avait pas atteint depuis au moins 20 ans. Il y a 6,7 millions d'hectares de forêts qui ont été détruits. En Amazonie, la saison des feux, en 2024, elle a été particulièrement importante. Et la déforestation, elle a repris de plus belle ces 10 derniers mois. Depuis les années 80, la forêt amazonienne, elle a perdu environ 15% de sa superficie. Ça fait 55 millions d'hectares, c'est l'équivalent de la surface de la France hexagonale. Principalement sous la pression de l'agrobusiness qui brûle. Il brûle la forêt pour transformer en pâturage. Et un bon nombre de ces pâturages ensuite deviennent des champs de soja destinés à l'alimentation des animaux d'élevage, notamment en France. À quelques mois de la COP30 qui se tient en novembre au Brésil, justement, tout le monde s'émeut de cette situation et c'est normal. L'Amazonie, c'est un joyau de biodiversité. C'est à l'image des forêts dans le monde, un écosystème qui disparaît un peu plus chaque année, qui est menacé par un système de pensée qui considère la forêt comme une ressource à exploiter. Un espace à conquérir, un capital à faire fructifier, sans considération pour la vie qui l'habite ou pour les populations qui y vivent. Et c'est ce même système qui menace aujourd'hui les forêts en France et dans l'Union européenne. On ne peut pas se laisser tromper par ces grands projets industriels que nous sommes réunis pour dénoncer aujourd'hui et qui se repeignent en vert, en se disant durables, en affichant une participation à la transition écologique et une neutralité carbone. Ils ne participent pas à la lutte contre le changement climatique, ils le renforcent en ajoutant une nouvelle pression sur les forêts françaises alors qu'elles sont déjà menacées. Ils ne considèrent pas la biodiversité. Ils participent à son effondrement alors que l'Europe a déjà perdu 20% de ses oiseaux forestiers. Brûler des arbres transformés en kérosène dans les réacteurs d'avion, ça n'a pas plus de sens que de les brûler au Brésil, en Amazonie, pour installer des pâturages. Il faut collectivement qu'on continue à alerter. Quand on voit émerger un nouveau projet qui repose sur les forêts, qui s'affiche moderne, propre, vert, et qui ne tient pas en compte au-delà du carbone la place du vivant. Les oiseaux, les insectes, les mammifères, la flore, et les hommes et les femmes qui habitent les forêts et leurs alentours et qui y travaillent. Nous voulons et nous défendons des forêts vivantes, des symboles de l'importance des écosystèmes riches en biodiversité pour la lutte contre le changement climatique. Quand, au moment de la COP30, en novembre, l'Amazonie fera les unes, il faudra rappeler ce qui provoque sa destruction et celle des autres forêts, et l'importance des luttes de celles et ceux qui, ici et là-bas aussi, se battent en première ligne pour protéger ces écosystèmes. Et là, je rejoins clairement les appels à faire des choses ensemble pour lutter très concrètement contre ce qui se passe là. Voilà, merci. C'est les groupes, on est directeur de l'aéroport de Biarritz, et ensuite on prendra quelques sujets. Oui, bonjour à toutes et tous. Bon, j'ai pas prévu d'intervenir aujourd'hui, mais puisque je suis présent comme sollicite, je vais le faire. D'abord, en tentant d'expliquer cette curiosité d'un personnage qui a fait quasiment toute sa carrière dans le monde aéronautique et qui, à l'approche de la retraite, décide de changer complètement d'attitude, de comportement, de vision. Tout ça pour dire quand même que même si je suis retraité maintenant depuis quelques années, cette prise de conscience, je l'ai eue depuis bien longtemps. Elle s'est un peu accentuée à la naissance de mon premier petit-fils, quand j'ai pensé à l'âge qu'il aurait à la température qu'il ferait en 2070, lorsqu'il aurait à peu près mon âge. Ça a été le révélateur. Enfin, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, simplement pour vous dire que venant du monde de l'aérien, j'ai conscience, et vous devez tous en avoir conscience, c'est que ce monde-là est complètement prisonnier de l'argent au travers de la privatisation des aéroports qui a eu lieu dans le monde entier et qu'il sera extrêmement difficile, et c'est pour ça qu'il faut s'y employer tous de manière solidaire, à faire évoluer les mentalités des acteurs. Je parle des acteurs du transport aérien, les acteurs des aéroports. Ça sera extrêmement difficile pour cette raison-là. N'oublions pas quand même que dans les aéroports en particulier, dans les aéroports, il y a deux acteurs. Il y a
au moins, vous avez un concessionnaire, celui qui gagne de l'argent à faire ce métier de gestionnaire d'aéroport, et puis il y a l'élu, qui représente la collectivité à qui l'aéroport appartient. Donc il y a au moins déjà deux cibles, on va dire, de travail. C'est-à-dire, en tout cas, du point de vue, encore une fois, des aéroports, c'est les professionnels, mais également les élus. Alors, on sait aussi que les élus sont très sensibles à la question des emplois, à la question du développement économique, à la question du développement touristique. Eric l'a dit tout à l'heure, 75% de l'activité du transport aérien, aujourd'hui, c'est du loisir, du tourisme. Bon. On peut très bien se passer de l'avion. Moi, personnellement, ça fait 6 ans que j'ai pas pris l'avion et j'ai décidé de plus jamais le vendre. Donc, comme quoi c'est possible, on peut se remettre en question, même à plus de 65 ans. Voilà, donc la chose s'annonce difficile d'un point de vue des professionnels. Ce qui est vraiment inquiétant aussi, c'est de savoir que les projections de trafic à raison de 3% par an à peu près de croissance nous emmènent sur un doublement du trafic dans les années 2045 à un peu de choses près, 2045-2050. Et que j'ai regardé une publication de IATA, donc, qui est l'Association internationale du transport aérien, qui annonce qu'en 2050, ou lors de ce doublement de trafic, dans cette période-là, on aura besoin, pour tenir les objectifs de température, l'objectif climatique, on aura besoin de l'équivalent du volume actuel de pétrole en biocarburant, enfin en SAF. L'équivalent. C'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver un moyen de produire ce qu'on consomme aujourd'hui en pétrole pour l'année 2050. Rien que ça donne le vertige. C'est une dimension absolument qui reste imperceptible tellement c'est gigantesque. Voilà, donc je partage tout ce qui a été dit sur le greenwashing. Et je sais de quoi je parle, c'est ce qui m'a fâché d'ailleurs avec le monde aéronautique quand on a demandé aux aéroports, et je crois que l'aéroport de Biarritz, où j'ai été directeur pendant quelques années, est le seul à ne pas avoir accepté le principe de l'accréditation carbone. C'est-à-dire cette espèce de peinture verte que met sur la façade pour dire vous pouvez prendre l'avion tranquillement, il n'y a pas de souci, nous travaillons pour vous, nous verdissons pour vous, en gros. Je crois que, alors, je ne sais pas si mon successeur a fait le nécessaire, mais en tout cas moi j'avais refusé de rentrer dans ce système où finalement on faisait croire aux voyageurs qu'ils pouvaient le faire tranquillement sans arrière-pensée, puisqu'on verdissait pour lui. Voilà, donc sachez que je n'ai pas de regrets sur ma carrière, évidemment, mais que je suis finalement assez content d'avoir réussi cette transition, que j'essaie de m'appliquer d'ailleurs au quotidien en pratique. Voilà, et je suis ravi d'être avec vous et de vous soutenir. Je pense que peut-être que la présence de quelqu'un du métier peut paraître un peu curieuse, mais en même temps, elle peut être éventuellement un support. Wow. Voilà. Là, c'était toutes les interventions au niveau de la conférence de presse. On va prendre une question, vraiment pas beaucoup, parce qu'on est très juste à niveau temps, des journalistes, et ensuite on pourra rebouger tous ensemble jusque devant la scène, où il va y avoir des prises de parole des associations. Donc, est-ce qu'il y a des questions des journalistes? Bonjour, je suis là pour la relève de la peste et la brèche. Je suis éloigné. J'aurais une question. Vous avez parlé de la disponibilité des ressources et de hiérarchie des usages. Là, visiblement, il va y avoir un accaparement de la ressource en bois par ces deux projets industriels. Qu'en pensent les acteurs de la filière locale, notamment de la filière de la transformation du bois? J'imagine que les avis ne sont pas forcément unanimes. Et est-ce que vous avez noué des alliances et des discussions, des dialogues avec les membres de cette filière à travers cette lutte? Alors, au niveau, sans rentrer dans le détail, la filière bois locale, la filière bois Nouvelle-Aquitaine, a reconnu très clairement, très officiellement, et ça a été rappelé, qu'ils étaient déjà au taquet pour répondre aux besoins. Donc, et ils ont dit, il ne faut absolument pas développer de nouveaux usages, parce que nous déjà, on sait qu'on va avoir les difficultés à satisfaire les besoins. Au niveau national, c'était encore plus clair. Il y a eu pendant 1 an une étude très approfondie sur les besoins et la ressource, qui montrait que pour satisfaire la demande,
sur les métiers traditionnels de la filière bois, il faudra environ 10 millions de mètres cubes supplémentaires, qui n'existaient pas, sans mettre effectivement la forêt en danger, et qu'on ne pouvait satisfaire ces besoins de l'activité traditionnelle qu'en diminuant l'utilisation du bois énergie. Et surtout, en ne développant pas de nouveaux usages. Donc ces choses sont parfaitement avérées, et comme le rappelait Solal, les syndicats de salariés de la filière bois sont très inquiets, parce que d'un côté, ils ont bien compris qu'on promettait la création d'emplois avec ces nouvelles usines, mais que compte tenu de la concurrence que ça allait déclencher dans le secteur, c'était en fait de la destruction d'emplois en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est très clair. Alors, les alliances, on a des contacts. De là à avoir des alliances entre le réseau associatif et le milieu industriel, et voilà, c'est pas encore tout à fait le cas. En revanche, on a effectivement les syndicats de salariés qui sont présents aujourd'hui. Si je peux rajouter quelque chose. C'est un autre élément, mais c'est rarement cité. Pour l'histoire de biomasse au Gardanne, il y a des centrales comme ça dans plein de pays. Au niveau européen, il y a eu des réunions où j'étais présent, où des entreprises qui travaillent avec le même genre de bois, de panneaux de fibre, de pâte à papier, ben, ils ont les boules monstres parce qu'il y a une concurrence déloyale absolue. Parce que, ça je ne l'ai même pas dit, je veux dire, le kilowattheure à Gardanne est payé 4 fois plus le prix normal. C'est 100 millions d'euros par an pendant 8 ans. 800 millions d'euros décidés par le gouvernement en janvier dernier, ou décembre janvier. C'est les autres entreprises, ils ne reçoivent absolument pas. Ça, c'est encore un peu le bas de gamme, mais ils ne reçoivent pas pour ces mêmes quantités de genre de bois. Donc, ils sont complètement défavorisés. Et puis, évidemment, les petites scieries qui existaient, etc., tous les autres possibles filières bois courtes, locales, etc., ne sont strictement aucunement soutenues et ferment les unes après les autres. Oui, je voudrais juste préciser une chose. Quand on parle de filière, donc il y a la filière officielle, tamponnée par le gouvernement, tout ça, et puis sinon il y a une filière alternative, qui est entre autres regroupée au sein d'un réseau qui s'appelle le réseau pour les alternatives forestières, où il y a plein de professionnels. Donc, et ceux-là, évidemment, sont plutôt de notre avis. Autre question. Ne pas oublier de faire aussi le lien entre l'arbre, la forêt et l'eau. On a parlé de carbone, de biodive, et il y a de plus en plus de scientifiques, comme Hervé Covès ou Francis Allais, bien sûr, qui nous parlent bien que sans forêt, le cycle de l'eau n'existerait pas au point. Donc en fait, c'est valoriser aussi la forêt à travers l'eau. Ah, pardon. Dans les formations qu'on peut dispenser, notamment en interne à l'Office national des forêts, on fait des très gros points sur la question de l'eau, des mouvements d'eau, des rivières aériennes, des points sur l'eau verte, l'eau bleue, je ne vais pas tout détailler, mais la forêt a un rôle très très important dans le stockage, dans l'épuration de l'eau. Donc en fait, quand on impacte l'écosystème forestier, on l'a évoqué ici à plusieurs reprises, on a des impacts sur le carbone, on a des impacts sociaux, on a des impacts économiques, on vient d'en parler aussi en termes de filière, il y a aussi des impacts sur l'eau, effectivement, très importants. Et ça fait partie des besoins de l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, qui ont un retentissement sur les besoins de la société derrière, de préservation de cette ressource en eau. La forêt a un rôle important au niveau de l'eau. Voilà. Nous, souvent, dans nos communiqués, on écrit forêt en remplaçant le O par EAU. Voilà, c'est un petit jeu de mots pour dire que l'eau est extrêmement présente et extrêmement connectée avec le milieu forestier. Un mot peut-être pour conclure. Vous l'avez compris, l'État, en soutenant ces projets, fait un énorme mensonge d'État. C'est un mensonge d'État. On est effectivement avec de l'argent public et du discours qui est du mensonge. Au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques, le préfet a installé une commission bois pour, soi-disant, évaluer les besoins et les disponibilités. Dans la communication qu'ils ont faite, ils ont dit que
la filière bois, la ressource bois, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans l'Aquitaine, c'était une opportunité économique. Et ils ont précisé, en fait, la forêt, ça se gère comme un compte bancaire. Comme un compte bancaire. Pour l'État, la forêt, c'est du fric. Voilà où nous en sommes. Et voilà pourquoi, effectivement, il faut se mobiliser tous ensemble, il faut pousser la colère, et on n'évitera pas, effectivement, la confrontation.